Après une journée très dense, on va changer d'univers et rentrer dans le monde de la pédiatrie, puisque je suis membre de la commission de gastropédiatrie depuis maintenant 1 an, et ravie de l'être. Et voilà, donc on va changer un petit peu de monde, donc ça va être un peu différent de ce que vous connaissez pour certaines choses. Je suis pédiatre, donc j'aime beaucoup jouer avec des choses, et donc je vais vous montrer quelques petites façons, ma façon de travailler à moi. Donc les douleurs, on m'a demandé de parler des douleurs abdominales chez l'enfant et chez l'adolescent et comment les gérer. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, c'est Anaëlle, elle a 9 ans, avec une maman qui dit « Je viens vous voir car cela fait longtemps que ma fille se plaint de douleurs à l'estomac. Les cris sont très fortes, elle pleure et cela l'empêche vraiment d'aller à l'école. Regardez, elle a déjà eu plein d'examens, on me dit que tout est normal, ce n'est pas possible, mais cela dure depuis trop longtemps et c'est trop violent. Je vous assure, docteur, elle a quelque chose, je suis inquiète. » Je pense que Sophie, qui est comme moi gastropédiatre, pourra dire que c'est exactement la plupart de nos consultations. Et donc, on va faire comme vous, on va chercher l'origine fonctionnelle ou organique de ces douleurs, on va discuter éventuellement des examens complémentaires, regarder le retentissement et les comorbidités et voir quel traitement on peut faire. Je ne vais pas vous apprendre qu'on fait un interrogatoire précis, un examen clinique complet, mais il y a une chose qui est très importante pour nous pédiatres, c'est la croissance laturo-pondérale, et en fonction de tout ça, on va avoir une orientation diagnostique. Je ne vais pas vous apprendre non plus toutes les causes organiques des douleurs abdominales chroniques. La petite différence qu'il y a effectivement chez nous par rapport à vous, c'est que je pense que nous avons plus de parasitose intestinale. La constipation est aussi fréquente, la gastrite à Helicobacter pylori est aussi assez fréquente chez nous. Et les 2 maladies qu'on va souvent rechercher si on fait des examens sont les maladies inflammatoires et la maladie cœliaque qui sont assez fréquentes. Mais en fait, 5 à 30% des enfants, alors c'est selon les études, ont des douleurs abdominales, mais pareil, selon les études, 75 à 90% sont des troubles fonctionnels intestinaux. Donc, bien sûr, nous allons plus nous occuper de troubles fonctionnels que de pathologies organiques. Les red flags, les signes d'alerte sont les mêmes que les vôtres, sauf ceux-là, qui sont le retard pubertaire et la perte de poids et retard de croissance laturo-pondérale, qui sont toujours extrêmement importants. Et donc, il est indispensable de faire une courbe de croissance et de regarder la courbe de croissance quand on s'occupe d'enfants. Donc, si vous voyez des enfants ou des adolescents, il faut absolument que la courbe de croissance soit faite et que vous la regardiez. Les signes associés sont effectivement comme chez vous, comme chez les adultes. Il y a aussi des migraines, des maux de tête, une anorexie, des vomissements, nausées, des flatulences, un météorisme qui peut être plus ou moins important. Donc il y a effectivement plein de symptômes et les signes d'alerte sont toujours les mêmes, mais c'est pas toujours discriminant d'avoir des symptômes associés pour pouvoir faire le diagnostic. Cette étude chez les enfants nous a montré, on parle beaucoup de réveil nocturne en disant les symptômes sont plus importants, c'est plus grave et c'est une cause plus organique quand il y a des réveils nocturnes. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, on a beaucoup d'enfants qui ont des réveils nocturnes et qui n'arrivent pas à s'endormir par rapport aux maladies de Crohn. Finalement, les maladies de Crohn chez nous, les enfants se réveillent finalement moins que nos troubles fonctionnels. L'absentéisme scolaire est extrêmement fréquent, comme vous pouvez le voir, 61% plus d'une fois par mois. Et on a pas mal d'enfants qui rentrent dans la phobie scolaire par ces douleurs abdominales. On a des enfants vraiment qui sont complètement déscolarisés, des adolescents qui sont complètement déscolarisés. La qualité de vie, là c'est pareil, cette étude montre qu'on a une qualité de vie qui est beaucoup plus altérée dans tout ce qui est troubles fonctionnels. Alors ces douleurs organiques ou fonctionnelles, finalement à l'interrogatoire, quand on reprend l'histoire, la courbe de croissance, on arrive nous quand même un peu à savoir si on s'oriente quand même plutôt sur des douleurs abdominales qui sont plus fonctionnelles comme vous, donc c'est plutôt des douleurs périombilicales, permanentes, intenses, avec des réveils nocturnes finalement. Le matin avant l'école, s'il y a un stress, des nombreuses plaintes somatiques et il y a une histoire familiale d'anxiété qui est extrêmement fréquente avec des facteurs déclenchants infectieux ou traumatiques. À l'examen, on a une amélioration de la douleur avec distraction. Alors, vous voyez un petit objet qui est à droite, et c'est un kaléidoscope géant qui est grand comme ça, que j'utilise pendant l'examen.
qui me permet de pouvoir distraire les enfants, petits et grands, ados, qui m'expliquent comment fonctionne un kaléidoscope, ou alors je leur explique en même temps que je les examine, et ce qui permet de vraiment avoir un examen, parce que l'enfant se contracte tout de suite, et souvent on a du mal à les examiner, ou alors ils nous disent qu'ils ont mal, tout simplement parce qu'ils se contractent, et finalement, avec la distraction, on arrive à les examiner. Et puis il y a l'échelle des visages, qui nous permettent de voir aussi un petit peu l'intensité de la douleur. Alors, est-ce qu'on va faire des examens ? Donc ça, c'est un papier de 2015 qui dit qu'effectivement, s'il y a des signes d'alerte, on va faire des examens. Donc les examens qu'on règle là, dans ce papier, il parle de la calprotectine fécale, par exemple, de rechercher systématiquement une parasitose. En ce qui me concerne, la parasitodécèle et la calprotectine fécale, je ne la fais pas systématiquement. Je vois vraiment en fonction des symptômes cliniques. Sophie l'a fait peut-être systématiquement, on n'a pas en tout cas, voilà. Mais le bilan de base, c'est quand même de faire une VS, une CRP, de vérifier la sérologie de la maladie cœliaque. Alors, faut-il faire une échographie abdominale ? L'échographie abdominale, finalement, on n'en tire pas grand-chose. Finalement, sur une étude rétrospective sur 640 enfants, on ne retrouve une pathologie que dans 2% des cas. Par contre, les enfants arrivent très très souvent avec une échographie, voire 3 échographies, parce que nous, on arrive un peu en bout de course, et puis les gastropédiatres, et donc on les voit avec 3 ou 4 échographies. Dès qu'ils ont mal au ventre, ils ont des échographies. Donc finalement, ces pathologies, on les retrouvait surtout quand il y avait des anomalies cliniques et quand il y avait des douleurs abdominales récurrentes, très fréquentes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve après sur ces pathologies ? On retrouve, sur ces échographies, on retrouve beaucoup de l'adénolymphite mésentérique, ces ganglions effectivement mésentériques qu'on retrouve augmentés de volume. Et finalement, il y a plein de gens qui arrivent complètement inquiets avec on m'a dit que c'était une adénolymphite mésentérique et il faut les rassurer en leur disant que ce n'est rien de grave. Parce que finalement, ces ganglions mésentériques, ils sont fréquents chez des patients asymptomatiques. Ils sont très fréquents chez des patients symptomatiques avec des causes diverses, notamment les viroses, ou alors ils peuvent être idiopathiques. Donc en fait, on n'en tient pas du tout compte et on essaie de rassurer, mais les parents arrivent extrêmement stressés. Alors l'endoscopie, est-ce qu'on doit faire une endoscopie ? Nous, en pédiatrie, on fait peu d'endoscopie finalement, beaucoup moins que vous, je pense. Mais si les symptômes sont typiques de dyspepsie, on retrouve des anomalies finalement que dans 6,3% des cas. Et donc, on ne fait une endoscopie que s'il y a une perte de poids, une anémie ou des antécédents d'ulcères gastro-duodénaux ou Helicobacter pylori. Voilà, ou si en tout cas, il y a une forte suspicion d'ulcère. Donc finalement, la demande d'examen est assez fréquente de la part des parents, mais souvent, les examens sont non indiqués. Et le tableau est finalement très vite, par l'interrogatoire, par l'examen, la courbe de croissance, par l'examen clinique, on a déjà l'orientation en règle générale, mais en fait, très souvent, on fait des examens parfois pour rassurer les parents, parce que, on va le parler ensuite de la prise en charge, on a, nous, une difficulté quand on est en pédiatrie, c'est qu'on a l'enfant, le parent, et donc on doit aussi rassurer le parent. Donc c'est la première étape de la prise en charge. Une fois qu'on a fait effectivement tout ce bilan, on va effectivement s'orienter vers des troubles fonctionnels. Donc ça, c'est notre classification de ROM4 en pédiatrie. Donc on a à peu près les mêmes choses que vous. Et donc on va essayer de classer, de voir si on est plutôt sur des migraines abdominales, sur des troubles fonctionnels avec constipation, avec un syndrome de l'intestin irritable ou alors une dyspepsie. C'est pas si important que ça, mais ça permet d'expliquer aussi un peu aux gens, par exemple, la migraine abdominale. Quand on explique la migraine abdominale aux parents, en fait, la migraine abdominale, ça leur parle pas. Les douleurs abdominales récurrentes qui évoluent par crise, ça leur parle pas. Mais quand on fait l'amalgame avec des migraines qu'ils connaissent bien et qu'on vérifie s'ils ont des antécédents de migraine dans la famille et qu'on en retrouve, du coup, ça parle un peu aux parents et ils comprennent mieux ce que ça peut être. Donc après, on va regarder s'il y a effectivement quel est le retentissement et les comorbidités chez le patient. Donc je vous ai remis les diapos précédentes sur la qualité de vie qui est effectivement pas bonne, l'absentéisme scolaire. Et puis en fait, il y a une anxiété et une dépression qui sont très fréquentes chez ces patients. Alors nous, on a des petites études, on est en pédiatrie. Donc on a des petites études de 42 versus 38 patients. On n'a pas beaucoup de grosses cohortes, mais globalement, on retrouve beaucoup de signes anxieux et dépressifs chez les enfants. Et en fait, on s'aperçoit que dans le long terme, cette anxiété
et cette dépression peuvent effectivement persister dans l'avenir avec un risque d'anxiété pour toute la vie avec un autre ratio à 3,57 et pour des épisodes anxieux qui se répètent de 4,9. Donc c'est cette anxiété et ces signes d'anxiété qui existent chez le jeune enfant venant pour des douleurs abdominales peut perdurer effectivement dans la vie. Il y a une forte association de syndrome d'intestin irritable avec des facteurs psychologiques parentaux, anxiété, dépression et somatisation, ce qui pour nous est une grosse difficulté dans la prise en charge. Et il y a effectivement des abus plus fréquents, physiques et psychologiques, mais on en a parlé tout à l'heure, Véronique en a parlé aussi, dans la gastroparésie et dans la dyspepsie, c'est pareil chez l'enfant. Alors ça, c'est un travail qui dit aussi que si la mère a tendance à renforcer le symptôme et à être inquiète pour le symptôme, l'enfant a des douleurs beaucoup plus intenses et l'absentéisme scolaire est plus augmenté. D'où effectivement cette grosse difficulté qu'on a, nous, dans la prise en charge, c'est d'avoir effectivement besoin de rassurer tout le monde et d'expliquer. Donc en gros, la prise en charge derrière, c'est expliquer, traiter, mais beaucoup rassurer, parce qu'on a une triade qui est le parent, l'enfant et le médecin. Et on va devoir effectivement donc, essayer de transmettre qu'on est rassuré aux parents et à l'enfant. Et donc il y a des études qui ont montré que si j'explique en consultation qu'à l'enfant, ça ne marchera pas aussi bien que si j'explique aux parents et à l'enfant. Que c'est beaucoup plus efficace. Donc expliquer, ça veut dire expliquer le trouble fonctionnel, expliquer aux parents par un raisonnement clinique, parler des différentes pathologies organiques pour les rassurer, je leur parle des différents organes, je leur explique où est le foie, je leur explique où est... Voilà, je explique vraiment effectivement beaucoup de choses. Et puis, on leur parle de la distraction qu'on a constatée pendant l'examen, parce que ça va être utile après dans la prise en charge. Et puis surtout, on écoute aussi la plainte de l'enfant. On ne va pas lui dire « tu n'as rien », mais lui expliquer qu'il peut avoir mal et qu'on va l'aider à avoir moins mal. Alors ça, c'est le schéma que je fais en consultation. Pour essayer d'expliquer un petit peu les choses aux enfants. D'abord aux parents, et puis l'enfant grand va en même temps comprendre, et donc en leur parlant de sensibilité viscérale, de motricité colique, et en leur disant que comme tout le monde, les gaz, l'alimentation, les sels, les infections, le stress, la fatigue peuvent venir générer des douleurs, et après, qui remontent au cerveau par un certain chemin, le chemin de la sensibilité des émotions, de la mémoire, des apprentissages, et qui vont faire qu'on va apprendre à gérer sa douleur. Et après, cette gestion de la douleur, quand elle est au cerveau, quand elle arrive au cerveau, on va aussi la gérer en fonction de différents paramètres qui sont l'anxiété, par exemple, l'entourage, l'expérience. Et je donne des exemples. Donc, par exemple, l'expérience, chez nous, un enfant, il va vite, quand il est petit, il a envie de faire caca, il va dire « j'ai mal au ventre ». Il a plus faim, il va dire « j'ai mal au ventre ». Donc, on essaie d'expliquer ça aux parents. L'entourage, on peut expliquer, vous avez tous vu dans des parcs des enfants qui tombent, qui sont tout petits, et qui vont tomber, et puis ils se relèvent, le parent se précipite, et là il va se mettre à pleurer. Et ça, c'est la relation qu'il va y avoir effectivement entre le parent et l'enfant. Et en donnant plein d'explications comme ça, les parents, ils commencent à comprendre. Et après, chez l'enfant un peu plus petit, j'ai plein d'artifices que je vous ai amenés là. J'ai de la pâte à modeler. Ça, la pâte à modeler, c'est pour faire le caca. J'ai le ballon qui me sert à montrer l'estomac. Et donc, je monte le petit dessin, je leur montre qu'un ballon est l'estomac. Et puis, j'ai ça. Ça, c'est pour montrer un peu l'intestin. Alors ça, normalement, c'est un truc pour cacher un stéthoscope. Mais j'ai ça depuis des années. Et donc, je m'en sers pour montrer ce que fait l'intestin, comment il bouge. Pour montrer que, en fait, l'intestin peut effectivement se recroqueviller un petit peu comme ça. Et j'explique à l'enfant que quand on est recroquevillé, qu'on est stressé, enfin, qu'on se contracte, un nœud, par exemple, je leur dis, quand tu serres un nœud très fort, si tu serres encore plus fort, il ne va pas se relâcher. Donc, si tu veux enlever ton nœud, tu dois te relâcher. Et en montrant des choses comme ça, l'enfant comprend et le parent aussi. Hop. Non, je suis allée en arrière. Hop. Voilà. Et donc, on parle beaucoup de distraction aussi. Et on essaie vraiment de rassurer beaucoup les parents. Parce que cette étude montre que si, effectivement, on est trop dans l'attention de la douleur, que les parents sont effectivement très concentrés sur la douleur de l'enfant, finalement, il n'y a pas d'amélioration sur les symptômes, comme vous pouvez le voir ici.
Après, j'ai une petite fiche que j'utilise, qui est celle-là, où je fais noter pendant 15 jours tout ce que l'enfant mange, les selles, la douleur, à quel moment, s'il y a des rejets, des vomissements, et puis toutes ses activités dans la journée, son stress, sa fatigue. Et ça permet parfois d'identifier des troubles du transit. Il y a des parents qui nous disent les selles sont normales, ou l'enfant qui dit j'ai des selles normales, il nous montre sur Bristol, il me montre des selles normales, et puis finalement on s'aperçoit qu'il a des selles que tous les 3 jours parce que les parents ne surveillent plus. Ça permet de voir beaucoup d'erreurs diététiques avec des enfants qui mangent de manière pas équilibrée, alors que les parents pensent qu'ils mangent équilibré. Et puis finalement, en écrivant, ils se disent « Ah mais non, mais là, ça va pas du tout ». Et puis voilà, et parfois, on identifie que finalement, les douleurs, elles sont quand même très souvent le soir à l'endormissement, le matin avant d'aller à l'école, qu'il n'y en a pas le dimanche. Et donc, ça permet d'identifier et de travailler après ça. Alors, le traitement. Faut-il donner un traitement en dehors de rassurer les parents ou l'enfant ? Il y a des explications, mais il y a l'effet placebo. Et donc, cette méta-analyse montre que sur 21 études, on a une amélioration des douleurs abdominales avec un placebo chez 41% des enfants et 17% n'avaient plus du tout de douleurs abdominales. Et là, en fait, même si on dit aux parents qu'on va donner un placebo, ça fonctionne. Même si on dit à l'enfant qu'on donne presque un placebo, ça fonctionne aussi. Alors, en ce qui concerne les mesures diététiques et des probiotiques, alors c'est écrit en tout petit, je ne savais pas qu'on aurait des écrans aussi petits. Nous, on a très peu d'études. Vous voyez, il y a très très peu d'études. C'est des petites cohortes. En fait, finalement, on a les FODMAPs, les probiotiques, un peu le psyllium, un peu les fibres n'ont montré aucune efficacité. Donc ça, c'est les FODMAPs, c'est une étude, vous voyez 33 enfants sur les FODMAPs versus diététique, il y a un peu moins d'épisodes de douleur, mais sur 33 enfants. Sur les probiotiques, on a peu d'études, plusieurs méta-analyses. Les seuls recommandés sont le Lactobacillus reuteri et le LGG. En ce qui concerne les médicaments, là c'est pareil, c'est tout petit, mais en fait, on n'a pas beaucoup de grosses cohortes, beaucoup d'études, et donc on fait un peu comme on peut, avec donc, il y a l'amande poivrée, les antispasmodiques, les antidépresseurs, les laxatifs. Voilà, dans les formes avec diarrhée, on peut utiliser l'opéramide, mais très peu d'études avec des effets, des études qui se contredisent un petit peu. Donc c'est extrêmement compliqué, on n'a pas vraiment de médicaments miracles. Ce qui marche pas mal, c'est tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale et l'hypnothérapie, qui marche assez bien et qu'on va beaucoup utiliser. Et donc, il y a une méta-analyse de 2017 qui montre que finalement, c'est les interventions psychosociales qui sont assez efficaces, que diététique et probiotiques, il y a une efficacité modérée des probiotiques, inefficacité des régimes riches en fibres, amélioration à confirmer pour les FODMAPs. Sur les interventions médicamenteuses avec petit nombre ou des problèmes méthodologiques, donc on les utilise et on voit ce qui se passe, il y a toujours l'effet placebo. Et donc là, alors, on ne voit pas très bien, mais globalement, c'est pour dire que quand on a effectivement, un peu comme vous, vous allez avoir une forme avec douleur abdominale, constipation, vous allez mettre du macrogol. Quand vous allez avoir une forme avec diarrhée, vous allez éventuellement mettre du loperamide. Quand vous allez avoir une forme avec sans aucun autre symptôme, vous allez pouvoir utiliser éventuellement l'hypnothérapie, l'amande poivrée, éventuellement les antispasmodiques. En fait, on fait comme vous, je pense, un peu une certaine sauce et on s'adapte. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'écouter, expliquer à l'enfant, expliquer aux parents. On rassure beaucoup et le problème, c'est que c'est des consultations qui sont assez longues et assez chronophages. Il y a un petit flyer qui a été fait par notre Société européenne de gastroentérologie, qui a été traduit après en français par notre groupe francophone pédiatrique européen. Pas européen, francophone, et donc que vous pouvez retrouver. Voilà, on a beaucoup parlé de stress pendant toute ce topo. Le stress, c'est pas bon pour la santé, alors cool, relax. Et donc ce soir, j'espère que nous mangerons bien, nous boirons bien, nous allons écouter de la bonne musique et danser probablement. Merci de votre attention et bonne fête. Merci beaucoup. Merci Karine pour ce parfait résumé. Je suis allée vite. Question moi, je ne traite pas les enfants, mais de temps en temps, des pré-ados ou des ados s'égarent dans nos consultations.
12, 13, 14 ans avec la fameuse adénolymphite mésentérique. Donc ils ont des ganglions, des douleurs, des échos, ils en ont 3 ou 2 comme vous avez dit. Est-ce qu'on peut passer à côté d'authentiques maladies de Crohn, même s'il n'y a pas un épaississement intestinal? Parce que des fois la CRP est un peu élevée, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Et quelle est la prévalence de la maladie de Crohn dans ce cadre-là? Et qu'est-ce que vous en faites de ces adénolymphites? Est-ce que finalement elles ont toutes un bon pronostic? Est-ce qu'on s'en fiche? On s'en fiche complètement des adénolymphites mésentériques. On a des enfants qui ont plus mal au ventre et qui continuent d'avoir des adénopathies. On a des enfants qui ont plus d'adénopathies, qui continuent d'avoir mal au ventre. On s'en fiche complètement. C'est probablement, on en a beaucoup l'hiver. Et en fait, il y a beaucoup d'échographies l'hiver, simplement parce qu'ils ont plein de virus. Donc ils ont, mais voilà, c'est absolument pas, on s'en fiche complètement. En fait, nous ce qu'on craint, c'est plutôt tout ce qui est hémopathie, plus que la maladie de Crohn quand on a des adénolymphites mésentériques. Et les hématologues, ils nous disent bien, c'est la croissance, c'est l'état général de l'enfant. Une hémopathie, en fait, on va avoir des adénopathies ailleurs, on va avoir une altération de l'état général, on va vite avoir, j'ai eu on a quelque chose à l'examen clinique. J'ai eu un lymphome de Burkitt il y a quelques mois. Ma palpation abdominale, elle était pathologique. J'avais une grosse masse. Donc, on s'en fiche un petit peu. La maladie de Crohn, il y a la croissance. Et puis après, on va toujours effectivement être alerté par la croissance. On peut très bien avoir des douleurs abdominales isolées avec un problème de croissance. Une altération de l'état général, on va faire effectivement une calprotectine fécale. Là, je vais faire la calprotectine fécale, et d'autant plus que maintenant, elle est remboursée. Après, ils ont une bonne échogénicité. Si tu as un bon échographiste, normalement, on voit un épaississement digestif à l'écho sur les maladies de Crohn. J'affirme et je confirme. Ouais, mais sur ton pédiatre, je confirme, c'est-à-dire que tous les ados que tu vois, que je vois en écho, qui ont des adénopathies mésentériques, c'est d'une fréquence énorme. Alors la seule chose, c'est que c'est la taille de l'adénomégalie. C'est-à-dire si c'est supérieur à 10 mm, je crois que c'est là où il faut s'intéresser à quelque chose. Et c'est surtout, non seulement tu t'intéresses aux mésentériques, mais tu regardes aussi, tu as des adénopathies qui sont le long des vaisseaux iliaques ou de l'artère mésentérique ou de l'aorte. Et là c'est autre chose. Ça rentre dans le cadre d'une autre pathologie hématologique, comme tu disais. Mais je crois qu'un bon échographiste avec un bon appareil, tu fais le diagnostic de Mickey sans problème. Sans problème. Et tu peux exclure une autre chose. Je vois régulièrement des enfants, je ne suis pas pédiatre, mais je suis dans une région avec peu de médecins, et je me rends compte que beaucoup d'enfants... Beaucoup d'enfants ont des maux de ventre simplement parce qu'ils n'évacuent pas leur intestin. Ils peuvent aller parfois, tous les jours, tous les 2 jours aux toilettes, ils peuvent avoir des diarrhées, c'est des fausses diarrhées, ils ont eu de l'imodium, ils ont eu plein de choses, mais en fait le grand problème c'est que les petits moyens ne suffisent pas, qu'il faut leur purger l'intestin, et ensuite il faut les encadrer pour avoir un régime, c'était très bien dit, et s'assurer qu'ils vident régulièrement leur intestin. Donc moi je leur donne régulièrement une purge, comme une purge colique de coloscopie, et ensuite du macrogol ou bien un laxatif léger, mais à dose importante, pour vraiment qu'ils rééduquent leur intestin. Et ça change tout. Beaucoup d'enfants ne vont pas, par exemple, au sport parce qu'ils ont de l'encoprésie. Mais personne ne le dit si on ne va pas chercher un peu le problème. Donc, pour moi, les douleurs abdominales des enfants, c'est énormément ceci. Alors, c'est une cause extrêmement fréquente, effectivement. C'est-à-dire qu'ils ont beau nous dire qu'ils vont aux toilettes tous les jours. Après, moi, je leur demande aussi la quantité. On vérifie effectivement tout. Et vous avez raison. Alors, c'est très difficile de faire... on a quand même du mal à faire intégrer la purge complète aux parents. Mais mettre des laxatifs en parlant de fausses diarrhées déconstipées, en mettant des fortes doses sans faire des vraies préparations coliques, c'est ce qu'on fait effectivement parfois. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a même des coloscopies qui sont thérapeutiques, parce que comme on leur a fait une purge, ils vont mieux après. Après, il y a une différence entre l'encoprétique, qui a un fécalome et qui va avoir des fausses diarrhées, mais c'est très typique, c'est-à-dire que toute la journée, il se souille parce qu'il y a la présence de fécalome, et là, on va évacuer le fécalome. Enfin, on fait vraiment une vidange colique, et après, on essaie de remettre en place un transit régulier, que l'enfant qui est constipé, qui a un peu des douleurs, mais qui n'a pas d'encoprésie. Enfin, l'encoprétique, je trouve, c'est vraiment... on va dire c'est l'extrême, mais c'est quand même pas tous les enfants qui consultent pour des douleurs abdominales. Il y a des enfants qui ont
de matière. Ils vont pas tous être oncopritique quand même. Oui. Et l'hypnose, comment vous organisez l'hypnose? Alors c'est pas moi qui l'a fait l'hypnose, hein. On essaie d'envoyer. Alors moi, d'envoyer vers des gens. Alors moi, souvent les personnes avec qui je travaille qui font l'hypnose sont des psys quand même. Donc du coup, il y a un travail qui est fait à la fois en psy et sur l'hypnose. Et de l'hypnothérapie. Moi, je travaille aussi avec un super sophrologue qui m'aide beaucoup. Et voilà. Et puis, il faut travailler après vraiment travailler avec les parents, hein, parce que il y a des fois, en fait, les enfants, ils s'améliorent pas, mais on n'a qu'une envie, c'est d'envoyer les parents chez le psy plutôt. Ouais. Juste derrière, il y a Thierry. Oui, une question. Je suis arrivé un petit peu en retard, je ne sais pas si tu en as parlé. Un patient, un adulte, qui a des troubles fonctionnels intestinaux, ça fait 10 secondes qu'il parle, on sait ce qu'il a, on sait ce qu'il n'a pas, plus ou moins on arrive à cadrer si c'est un truc grave ou pas. Pour les enfants, avant 10 ans, ou pour les adolescents, on a cette impression-là également, si le petit remue, il est souriant, a priori il n'y a rien de grave, l'adolescent s'il est complètement refermé, il ne bouge pas, on se dit, bon, a priori c'est peut-être du fonctionnel. Enfin, est-ce que tu as quasiment en un instant, la façon dont l'enfant va rentrer, va s'asseoir, dont sont les parents, est-ce que tu as des choses est-ce que tes consultations sont longues, au moins 3/4 d'heure? Nous, on n'a pas toujours 3/4 d'heure, on a plutôt 15-30 minutes. Qu'est-ce qui nous permet en un coup d'œil de savoir déjà vers où tu te diriges? C'est grave, il va falloir que je demande des examens, un truc, ou non, c'est du fonctionnel, bon, je vais parler pour arranger les choses, mais a priori, il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qu'en très peu de temps, qu'est-ce qui va t'attirer l'œil dans un sens ou dans l'autre? Effectivement, la façon dont ils rentrent dans la pièce et la façon dont ils vont s'asseoir, si la mère elle se met à parler dans tous les sens et puis que j'ai un ado ou un jeune enfant qui est tout recroquevillé sur sa chaise et je vois un enfant qui me paraît avec un bon état général, je suis déjà j'ai quand même besoin après de l'interrogatoire parce qu'en pédiatrie on se fait quand même aussi un peu avoir après les maladies de Crohn. Donc on fait quand même attention, mais on le sait très très vite. Dès qu'on pose vite le début, les premières questions sur l'aspect des douleurs, on le sait quand même assez vite. Mais encore une fois, la courbe de croissance, s'il grandit, qu'il grossit bien, ça c'est hyper aidant. Il y a 2 questions encore là, je crois. Excusez-moi, j'ai un jeune patient qui a une oncoprésie et du coup, je me bats un petit peu avec le médecin traitant pour qu'il continue les laxatifs. Et dès qu'il arrête, en fait, il se met à avoir son fécalome et ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut continuer les laxatifs très longtemps chez les enfants? On traite des enfants jusqu'à 15 ans et on a commencé à 2 ans, 3 ans, il n'y a aucun problème. Et dans mes carnets de santé, moi j'écris traitement à dose efficace aussi longtemps que nécessaire pour que le médecin généraliste sache qu'il faut le mettre de manière prolongée. Et je le dis aux parents, pas de traitement de 15 jours, ça ne sert à rien. Un traitement de 15 jours, ça ne sert à rien sur un enfant qui est constipé. En règle générale, ça ne va pas suffire. Il y a un monsieur d'abord, après. Oui, David, après je te réponds, promis. Oui, je crois qu'il faut revenir aux essentiels de quelques dizaines d'années en arrière. Moi, c'est d'abord purger, vermifuger. Alors, je suis d'accord avec le vermifuge. Moi, souvent sur certaines douleurs, je vermifuge de manière un peu systématique parce qu'on se fait vraiment avoir sur des enfants. Il y a même des grands, ils n'ont pas le prurit anal qui est décrit chez le tout petit. Et en fait, ils ont mal au ventre et on fait un scotch test et ils ont des oxyures. Donc, pareil, les chirurgiens opèrent des appendicites qui sont remplis de verre. Donc, je vermifuge effectivement assez souvent et effectivement, les laxatifs aussi, c'est quand même les premiers, des traitements très utiles en premier. Tu peux y aller? Oui, là c'est pour une question centrale. La gestion du toucher rectal chez ces enfants. Moi, je ne soigne pas les enfants, mais j'ai parfois les parents qui m'amènent leurs enfants. Et comment vous gérez le toucher rectal, puisque le fécalome est une constatation assez fréquente. Nous, chez l'adulte, on ne se pose pas plus de... avec tact, bien sûr, mais on se pose moins la question. Comment, chez l'enfant, vous gérez la gestion du toucher rectal? Vous en discutez avec le parent avant de faire l'examen? Alors, toujours. Comment ça se passe? Alors déjà, on n'en fait pas beaucoup. On en fait très peu. Le fécalome, souvent, on sent quand même les choses et on va plutôt sur la clinique. Un oncopritique, j'ai pas besoin d'aller lui faire nécessairement... il y a des fois, je peux me poser la question, mais on essaie au maximum de ne pas faire de toucher rectal. Et si on en fait un,
on en discute avec les parents et on en discute, on prévient et on voit avec l'enfant surtout. Je n'ai jamais forcé un enfant, jamais. Par contre, on fait un examen systématique de la marge anale. Ouais. Donc ça veut dire que moi, c'est pas quelque chose que je faisais forcément en tout début d'activité, mais maintenant systématiquement, avant de l'examiner, quand ils viennent pour un problème proctologique ou pour un problème d'encoprésie ou de constipation, je dis donc tu vas te déshabiller, je vais t'examiner, je vais regarder les fesses. Si bien sûr papa et maman sont d'accord, j'ai tout mon rituel. Hein, et après, quand je les réexamine, parce que je leur fais lever les pieds, moi, je les mets en position grenouille, les pieds sur eux, là, je leur redis, bon, on est d'accord que là, je te regarde les fesses parce qu'on est dans une clinique, que je suis un docteur, mais que si jamais quelqu'un te dit viens me montrer tes fesses, Théo ou Sarah, qu'est-ce que tu lui réponds? Et lui dit non. Je dis bah oui. Enfin vraiment, j'ai énormément, beaucoup plus que quand j'ai démarré mon activité libérale. J'informe, je réinforme, et globalement, j'ai quasiment, je dois avoir 2% d'enfants que j'arrive pas à examiner, qui veulent pas, qui se mettent à pleurer, tout. Sinon, ça se passe hyper bien, vraiment. Alors les petits, mais les ados, il y en a quand même quelques-uns qui refusent. Hein. Oui, voilà, ça reste rare quand même. Surtout qu'ils savent, en fait, souvent quand ils viennent pour un problème procto, leurs parents, ils leur ont dit. On leur explique qu'on va pas faire de toucher rectal, surtout. C'est-à-dire qu'on leur explique qu'on va juste regarder la marge anale et on a des anites, par exemple. Et après, on a des lésions anales de Crohn. Hein, on fait des diagnostics, parfois uniquement sur du. Non, en fait, ça dépend. Soit si on regarde la marge anale que c'est tout souillé, moi des fois en fait je leur demande de pousser. Par contre je leur fais un examen un peu moteur. Je leur dis essaie de serrer les fesses très fort et montre-moi comment tu veux, quand tu fais un prout, comment tu pousses. Et en fait si vraiment ils sont souillés, on le voit en fait, on voit le caca juste là. Franchement c'est pas la peine d'aller en plus. Et des fois on le palpe en sous-ombilical, on sent un ballon de rugby. Je suis toulousaine, mais je leur dis ils ont vraiment un énorme truc. On n'a pas besoin nécessairement de le faire. Ouais, mais ça m'arrive d'en faire. Hein. Et parfois, je peux en faire sur des bébés, mais sur des constipés très précoces pour être sûr qu'il n'y a pas une sténose ou quelque chose. Et ça, souvent, les parents, ils sont archi OK. Enfin, ils viennent pour ça. Hein, donc, il n'y a aucun problème à ce qu'on examine, on met de la vaseline, on fait ça. On en fait presque plus chez les bébés, sur des constipations précoces que sur des grands qui ont de l'encoprésie ou autre chose. Sur les bébés, on en fait, et ça pose en règle générale pas de problème, mais on a plein de diagnostics comme ça où on fait des diagnostics de sténose et malformation anorectale. Une simple remarque. Moi, j'ai un associé qui est au pénal actuellement pour un toucher rectal chez une femme qui est une hystérique. Il est au pénal. Parce qu'il a fait un toucher rectal, qu'elle était mal, qu'elle a eu des douleurs. Il est actuellement au pénal. Il a été débouté, elle a été déboutée mais il est au pénal. Donc on se demande maintenant s'il ne faut pas, quand on fait un toucher rectal ou un examen proctologique, avoir une personne, même une secrétaire ou une assistante qui assiste. On va discuter à notre prochain congrès, on fait venir un juriste pour parler de ça, parce que on a quand même des ados, et on a une discussion, il y a quand même des ados qui refusent d'être examinés devant le parent, donc on fait sortir le parent. Donc est-ce qu'il faut qu'on laisse la porte ouverte? Comment est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous, on n'a pas nécessairement des assistants systématiquement avec nous, donc ça devient compliqué. Donc on va discuter là effectivement de ça à notre prochain congrès. Il y a une dernière question. On va avancer là, s'il vous plaît. Je réponds juste à la dernière question. Oui, on va avancer parce qu'on a 3 quarts d'heure de retard. Oui, donc question rapide. Déjà, merci pour l'intervention, c'était super intéressant. On a parlé très brièvement de l'alimentation. Est-ce que c'est une question systématique quand on identifie que c'est vraiment un trouble fonctionnel? Est-ce que vous posez forcément la question sur l'équilibre alimentaire parce que c'est hyper vague de demander juste. En fait, vraiment, moi, chacun a sa technique, hein, mais ces feuilles-là, toutes mes douleurs abdominales, en règle générale, souvent, elles repartent avec, et je refais une téléconsultation derrière avec le relevé, et on s'aperçoit. Enfin, c'est comme ça que je m'aperçois de plein de choses. Et il y a parfois des parents qui me disent je me t'ai pas rendu compte. Donc il y a beaucoup de déséquilibre, ou alors ils mangent effectivement trop de sucre de manière générale, ou trop de féculents, ils n'ont pas assez de fibres. Donc même si c'est pas décrit, on rééquilibre quand même. Moi j'ai l'avantage d'avoir aussi en plus une diète qui bosse avec moi au cabinet. Donc dès que c'est je les renvoie vers la diététicienne qui passe du temps avec eux. Et en fait c'est ce qui permet de... Parce que les parents ils disent toujours mais si on mange bien, on mange équilibré, et en fait d'écrire ça permet de pouvoir voir ce qui se passe. Donc c'est mes petites feuilles. Bon, merci, on va avancer. Merci.